De retour dans l'Africa Newsroom, Aboubacar Lalo, Barandia et Didier Ouedraogo sont toujours avec nous. Juste avant la pause, nous parlions donc de ces manifestations à Madagascar, des manifestations qui sont tenues ce samedi, malgré l'interdiction de manifester, interdiction émise donc par le gouvernement. Aboubacar Lalo, en termes de gestion de crise, comment jugez-vous, et vous l'avez un petit peu mentionné tout à l'heure, comment jugez-vous le discours du président? Il parle d'un coup d'État. Est-ce que ce ne sont pas des propos un peu trop excessifs qui peuvent mettre de l'huile sur le feu? Oui, des propos excessifs, alarmistes, dans un pays qui n'a pas besoin, justement, vu tous les contextes passés, tout ce qui s'était passé justement antérieurement, avec ce climat de violence qu'il y a eu, je pense qu'il n'a pas pris ses responsabilités, Zampion n'a pas pris ses responsabilités hier dimanche. Parce que ce genre de discours de retour en arrière, parce qu'un coup d'État est toujours un retour en arrière, dans n'importe quel pays, et il faut se dire que cela ne va pas quand même dans l'émancipation de ce peuple qui en a vraiment besoin. Madagascar a été toujours un terrain de coup d'État. Donc il y a eu beaucoup, on a connu donc, ce régime marxiste justement de Didier Ratsirac, mais après cette fermeté-là, je pense que le président, et en plus le vote qui a eu l'inconstitutionnalité effectivement de toutes les dispositions qu'il a eues, donc c'est une façon cavalière quand même un peu de gouverner le pays. Et je pense que le président actuel est en train de mener son pays vraiment vers le mur. Et ça, il faut craindre pour l'avenir, puisque aujourd'hui, lundi, il y a eu quand même une manifestation de toute l'opposition qui s'était retrouvée, parce que là, effectivement, si l'opposition, avec la société civile, donc, se retrouve comme un seul bloc, je pense qu'il n'a aucune chance, justement, lors des élections de décembre. Donc, sa fermeté n'amènera pratiquement à rien, sauf des morts, des morts, des morts. Barandia, sa ligne de fermeté peut éventuellement le conduire à la perte de ces élections qui vont se tenir à la fin de l'année? Bah évidemment, c'est ce que je crois percevoir, parce que j'ai écouté les dernières informations, et il semble que les deux frères ennemis, du coup là, le proverbe « l'ennemi de mon ennemi est mon ami » s'applique, parce que Ange Radjoal et Marc Ravalomanan se sont liés depuis hier pour constituer un nouveau mouvement. Et par rapport à ce mouvement, en fait, ils vont aller drainer toute l'opposition et les forces vives de Madagascar pour aller combattre le président Eri aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que, moi ce qui me désole, c'est que si on... Actuellement en Afrique, c'est en général partout. On parle que d'élections, de constitution, de modification électoraux. On ne parle jamais d'économie, on ne parle jamais d'Afrique et d'école. On ne parle jamais de ces sujets qui nous permettent d'aller de l'avant et de construire une Afrique meilleure et nouvelle. Donc pour revenir au sujet initial, Zara, je tenais à souligner que Madagascar aujourd'hui est, par rapport à son indice de qualité humaine, est classé à 154e position sur 188 pays. Vous vous rendez compte, c'est pas décent. C'est un pays qui doit faire des progrès. L'FMI vient de le classer également 5e pays le plus pauvre du monde en 2017. C'est pas normal. Il faut que les présidents, les dirigeants politiques soient responsables et prennent les mesures de la situation pour aller relever certains défis qui sont les priorités de l'Afrique et de Madagascar en particulier aujourd'hui. Didier Ouedraogo, un dernier mot sur Madagascar. Juste un petit mot, parce que les propos tenus par le président en disant qu'il s'agit d'un coup d'État, c'est quand même une ligne de front qui est très très importante et qu'il faut prendre au sérieux. C'est-à-dire que c'est un beau prétexte dans un pouvoir, face à un pouvoir qui est décrié, qui a perdu en réalité toute assise et toute légitimité, même s'il y a une légalité. Face à un pouvoir comme ça, la seule monnaie d'échange, c'est de dire: on veut nous destituer de manière illégale, et de ce fait-là, tous les coups deviennent possibles. C'est-à-dire qu'on peut même arriver à ce que les projets constitutionnels soient mis sous le tapis. On peut les laisser tomber, parce que la situation qu'il va évoquer, il peut l'aggraver avec des propos politiciens comme ça, de ce genre-là, pour dire: désormais, je suis le seul maître à bord pour apaiser donc les conflits, pour tenir la position, le pays en stabilité, garant de la sécurité, le garant de la paix, de la stabilité, etc., contre toute chose. Et
on rentre dans un régime qu'on appelle seulement un régime d'exception. Oui, mais il n'a pas retiré la leçon. Et ça voudrait dire qu'il n'a pas tiré la leçon parce que Ravalomanana est parti dans ces mêmes conditions. Donc, il faudrait faire attention parce que de toute façon, l'autre élément, c'est que s'il met l'opposition se coalise, il faut aussi craindre que ce ne soit seulement que pour juste gérer une situation de passage. Et que ce ne soit pas justement une porte réellement ouverte pas de projet, pour poser les vraies questions donc, de l'État et de la société malgache et trouver des voies et moyens et surtout des forces vives et neuves, des forces réellement démocratiques et nouvelles pour renouveler la classe politique malgache. C'est vraiment un défi important. Monsieur Lalo, est-ce que le président Radjounarmian-Pianine est en train justement de perdre cette ligne qu'est la sécurité, une ligne qu'il défend depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2013, puisque ça reste quand même son point fort durant sa présidence? Oui, c'est son point fort, effectivement, puisque depuis qu'il a été élu justement en 2014, je pense que Madagascar n'a jamais connu de stabilité. Et ça, il faut le reconnaître quand même à Radjounarmian. Justement, cet exploit-là, si on peut appeler ça exploit, puisque de toute façon, il ne peut pas faire mieux, quoi, voilà, que assurer la sécurité pour justement essayer de redynamiser effectivement l'économie qui a beaucoup souffert quand même. Et là-dessus, moi, je me dis, il n'a pas, finalement, il va gâcher cet acquis-là en quelques jours. Justement, donc depuis le début du mois d'avril, au mois où il y a eu ce vote-là, il est en train de gâcher complètement justement cet acquis-là qui a fait quand même, qui fera, je pense, qui sera porté à son honneur. Hein, de toute façon. Donc, ça, il faut lui reconnaître. Un équilibre fragile, hein, vous l'avez dit en tout début d'émission. On continue de débattre de l'actualité africaine dans le grand angle. Le Fonds monétaire international annonce la reprise de son programme de financement avec le Tchad qui fait face à une grave crise économique avec des finances publiques au plus bas depuis la chute des cours du pétrole amorcée en 2014. Le Tchad va à présent pouvoir bénéficier de la deuxième tranche de l'accord triennal conclu avec le FMI, mais suspendu, vous le savez, et conditionné à la résolution de ses différends avec ses compagnies créancières à l'instar de Glencore. Nelly, Claude et Bessa. Après plusieurs années de crise, l'économie tchadienne commence enfin à retrouver son souffle. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international vient en effet d'approuver un décaissement de 51 millions de dollars en faveur du Tchad. Le décaissement fait suite aux résultats enregistrés par le pays dans le cadre de la mise en œuvre du programme triennal appuyé par la facilité élargie de crédit signée le 30 juin 2017. La plupart des repères structurels ont été mis en œuvre, ce qui témoigne d'un engagement fort des autorités. Le programme du Tchad est soutenu par la mise en œuvre de politiques et de réformes par les institutions régionales qui sont essentielles au succès de son programme. Ces mesures comprennent un resserrement de la politique monétaire, l'élimination des avances statutaires, ainsi qu'une réglementation et une surveillance bancaire solide, en plus des contrôles fermes de l'octroi de crédit aux banques. Avec ce nouveau décaissement qui fait suite à la conclusion de la première revue de la performance économique du pays, le montant de l'enveloppe jusque-là perçue par le Tchad dans le cadre du même programme se chiffre à près de 99,8 millions de dollars sur un total de 312,1 millions de dollars. Le Fonds monétaire international relève également l'engagement des autorités de poursuivre la mise en œuvre d'une stratégie globale afin de stabiliser la situation macroéconomique au moment où le pays paye un lourd tribut à la conjoncture économique, laquelle a fortement impacté le climat social. Après avoir traversé de durs moments de crise depuis 2014, l'économie tchadienne a été fragilisée. Donc le Tchad est sur la voie de relance avec des séries de réformes et avec des projets liés au plan national de développement PND 2017-2021. Les perspectives seront porteuses, par exemple, au domaine de la diversification de l'économie tchadienne, le domaine de l'élevage, le domaine de l'agriculture, pour pouvoir relancer de manière efficace l'économie tchadienne qui est déjà fragilisée par la crise. Pour rappel, la conclusion de cette première revue de la performance tchadienne ne signifie aucunement, selon les observateurs, la fin des réformes. Elle constitue plutôt l'ouverture d'une nouvelle phase devant conduire le Tchad vers une reprise économique durable au bénéfice social de la population.
Le Tchad qui compte donc sur le soutien du FMI. Et par ailleurs, est-ce qu'on ne dit pas aussi que ce premier examen va permettre au Tchad d'autres décaissements, notamment l'Union européenne ou encore la Banque mondiale. Barandia, est-ce que dans ces conditions, on peut véritablement affirmer que la situation économique du Tchad est en train de s'améliorer? On va dire que ce sont en fait des premières bouffées d'oxygène parce que 50 millions d'euros en fait ou de dollars, c'est pas ce qui va faire décoller l'économie d'un pays. Ouais. C'est peu quand même, c'est dérisoire même, limite par rapport aux capacités productrices et économiques de certains secteurs d'activité comme le pétrole du Tchad, malheureusement, qui a beaucoup investi et privilégié l'aspect sécuritaire, militaire, au détriment des autres secteurs d'activité et des autres secteurs porteurs qui pouvaient lui permettre de se développer, notamment les investissements étrangers, notamment l'agriculture, la pêche et d'autres secteurs, bien sûr. Pour revenir sur ce sujet, je pense que c'est bien qu'il y ait ce décaissement, mais après, il faut qu'en cascade, d'autres actions de ce type se poursuivent. Pourquoi? Parce que, quelque part, le Tchad, en tout cas, a eu de bons gages, quelque part, pour sécuriser toute cette zone sahélienne, qui fait que, quelque part, les instances internationales lui ont fait des promesses qu'ils sont en train de mettre en œuvre aujourd'hui. Du coup, le fait de développer, d'initier ces secteurs et de développer, en tout cas, l'économie par rapport à d'autres recettes qui ne sont pas que fiscales ou douanières, c'est bien parce que récemment, ils avaient, rappelez-vous, mis en place une usine de traitement, ils avaient investi là-dessus, en tout cas, des déchets biomédicaux. Si on diversifie au maximum ces activités, ça leur permettra en tout cas de gagner un peu autre que par les revenus du pétrole. Didier Ouedraogo, le Tchad est sur le bon chemin? Écoutez, je suis en train de réfléchir et je me demande si c'est du cuit ou du cru, pour dire les choses. En d'autres termes, je ne sais pas, le FMI est passé déjà en Afrique, ce n'est pas la première fois. Dans les années 80-2000, on a vu ce qui s'est passé avec le FMI, avec des orientations précises sur les économies africaines, les orientations sur les rôles de régaliens des États africains, et on a vu les résultats. Après, on pense que quelques leçons ont été tirées dans les officines, etc., donc de Bretton Woods, etc., et que maintenant on revient un peu à une certaine raison, je dirais une raison purement existentielle des peuples africains, c'est-à-dire il faut pas les empêcher de vivre quand même, donc il faut leur remettre un petit peu d'économie réelle, donc dans les arcanes et dans les espaces, et qu'ils puissent quand même survivre. D'où donc tous ces changements qu'on voit s'opérer, n'est-ce pas, non seulement au Tchad, mais ailleurs aussi, donc qui montrent qu'en réalité, on veut réorienter donc les fonds qu'on alloue aux différents pays africains. Seulement la question, et c'est là mon cru et mon cri, je me demande comment, si vous voulez, parce que toutes ces choses-là, comme vous voulez le dire, cela a ouvert donc des espaces pour que d'autres bailleurs de fonds puissent venir investir au Tchad. Mais encore faut-il qu'aujourd'hui, de quoi le Tchad a besoin? Est-ce que c'est une agriculture macroéconomique ou c'est une culture seulement vivrière de famille, etc., pour tirer les gens de la misère? Parce que c'est ça qui est le paradoxe, que ce pays-là qui a beaucoup de pouvoir, et c'est justement parce qu'il a une histoire, il a un gisement, il a des richesses, que aussi on ne prête qu'aux riches. Donc on a aussi accepté donc, de remettre un peu donc, de l'argent liquide. Mais comme vous le dites si bien, Bara, mais c'est peanuts par rapport à la capacité économique d'un pays comme le Tchad. Ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire qu'en réalité, c'est juste un retour donc, de la monnaie, parce que le Tchad est dans le schéma donc, de la géopolitique ouest-africaine, un pilier important par rapport à la stabilité de la région. Donc ce jeu-là est très important. Il faut le situer aussi donc, dans cette étendue du FMI pour sauver un peu le Tchad. Mais je me pose une question, on peut en débattre. Le FMI a déjà sauvé quel pays? C'est la question que je me pose. Alors, c'est toute la question, Aboubacar Lalo. Eh oui, c'est toute la question, justement, qu'il faut se poser. Et Didier a raison. Il a complètement raison. Moi, je ne partage pas du tout l'optimisme affiché dans les reportages. Parce que, on le sait bien, bon, effectivement, cette crise-là de 2014 est venue avec, c'est une crise voilà, quoi, sécuritaire, puisque le Tchad a beaucoup investi dans l'armement. C'est une crise humanitaire, c'est une crise aussi liée à la baisse du prix du pétrole.
justement la principale ressource en devise Donc, du plus de Tchad. 70% des recettes budgétaires du Tchad. 70%, effectivement. Et donc là, je me demande quand même, les indicateurs macroéconomiques, de toute façon, sont au rouge, et jusqu'à présent. Et même les prévisions de 2017-2018, justement, ne sont pas quand même stabilisées. On sait bien que le PIB a complètement chuté. Il était à moins 6% en 2016. Exactement. Donc, cela fait que comment le Tchad peut remonter la pente donc à l'heure actuelle et jusqu'à se stabiliser et amorcer un décollage économique. Et donc là, je me dis aussi, avec ce prêt-là, puisque toute la question, justement, c'est ce prêt de Glencore. Glencore, c'est 1 million d'euros, donc justement parce que le Tchad avait besoin de liquidités. Et parce que le Tchad aussi voulait racheter une société pétrolière, Chevron, donc Chevron Tchad. Et Idriss Déby avait besoin de liquidités. Et il a fait appel justement à cette société-là de négoce qui s'appelle Glencore. Donc plus de 1,4 milliard de dollars de dette. Voilà, ce qui fait à peu près 1 milliard d'euros, effectivement. Oui. Donc ce qui représente quand même plus la moitié de la dette du Tchad, quoi, ce qui est énorme. Et là-dessus, on sait bien le mécanisme effectivement de remboursement de ces fonds vautours. Bon, je ne dirais pas que Glencore est un fonds vautour, hein, parce que là je me garde pour le moment, mais les accords qui a eu lieu là, justement récemment, justement, donc c'est un accord de préfinancement, c'est-à-dire vous gagez quelque chose, un produit justement, et là, en l'occurrence, c'est le pétrole du Tchad qui est gagé. C'est-à-dire, d'ici 2 ans, 3 ans, le Tchad ne percevra pratiquement rien. Donc il ne remboursera, même s'il y a quand même un temps de latence quand même de 2 ans, le Tchad va un peu souffler, effectivement. Mais après, il faut rembourser. La Banque mondiale, le FMI, la Banque mondiale, il faut rembourser aussi. Donc tous ces programmes d'ajustement structurel qu'ils préconisent, il faut rembourser par la suite. Donc là-dessus, même si Idriss Déby avait dégraissé quand même un peu l'effectif de la fonction publique, mais là, ça ne suffit pas. Les indicateurs sont au rouge. Et même dans 2 ans, ils seront au rouge parce qu'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'investissement structurant, c'est-à-dire les transports, etc. Les routes sont en mauvais état, comme on le sait tous. Il n'y a pas d'investissement public, les bâtiments, les travaux publics. Ils sont vieillissants. C'est ça. Voilà, c'est ça qui amène donc, de la croissance, mais aussi de la création d'emplois. Et ça aussi, et aussi beaucoup d'arriérés, parce que le Tchad a beaucoup d'arriérés quand même. On a vu qu'il y a quelques semaines prenait fin une longue grève véritablement au Tchad. Exactement. Oui, Bara Ndiaye. Par rapport à ça, en fait, je rebondis par rapport à ce que vous venez d'évoquer, la grève. La grève, c'était dû à quoi? C'était dû à la suppression des primes des fonctionnaires. Alors des fonctionnaires des militaires aussi, et des militaires. généraux. Ils sont fonctionnaires quelque part. Et du coup, ce qui se passe, M. Déby et son gouvernement avaient suivi la politique de mise en œuvre en fait, de ces leçons que le FMI leur a préconisées. Justement, là, c'est une petite récompense qu'ils ont avec le déblocage de ces petits fonds qui, pour moi, sont dérisoires à l'échelle nationale. Quelque part, pendant 1 mois et demi, voire 2 mois, 3 500 000 élèves étudiants étaient privés de cours par rapport à ces grèves. Vous vous rendez compte de l'impact que ça a sur l'éducation nationale? Quelque part, le Tchad a besoin d'autres investissements. Si on se dit aujourd'hui que 70% de son budget de fonctionnement proviennent des réserves pétrolières, effectivement, il faut diversifier ces investissements. Sur ce plan-là, nous sommes tous alignés. Je suis tout à fait conscient qu'aujourd'hui, le Tchad a besoin d'investir dans de nouveaux secteurs d'activité qui vont générer des revenus nouveaux par rapport à son économie. Sinon, le pays risque d'aller vers carrément la faillite. Oui, la crise sociale aussi, parce que c'est imminent. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. Restez avec nous, on revient dans quelques secondes. À tout de suite. Très bien.